Eh bien, bonsoir à tous. Il est 18h30 précise. Nous sommes lundi. Vous avez rendez-vous avec votre programme. J'espère votre programme préféré, même pendant les vacances, puisque grâce à 20 sociétés, grâce à l'Union nationale française, que je remercie, et puis voilà notre programme, un verre, une assiette. Ce soir, une tenue un peu différente, un peu plus sportive, un peu plus hivernale. Vous n'êtes pas en direct avec moi du bistrot du Sommelier comme mutuellement à Paris, mais nous sommes dans les Alpes, puisque je suis originaire des Alpes, des Hautes-Alpes précisément, de Briançon et même de la vallée de la Clarée. Et ce soir, je suis dans un petit village qui s'appelle Val-des-Prés. On appelle les habitants les Praillères. Et c'est un village dans lequel j'ai eu la chance de grandir. Mes grands-parents étaient restaurateurs à Briançon, il y a vraiment pas loin d'ici. Et ce soir, je vais vous parler du Languedoc. Et j'ai comme invité ce soir, on va voir s'il arrive à se connecter. Je suis tout seul ce soir pour gérer un petit peu tout ça, donc je vais suivre en même temps que vous. Hein. Merci déjà d'être aussi nombreux pour... Voilà, j'ai apporté quelques arguments sympathiques. Je vous l'ai écrit tout à l'heure, un magnifique crémant de Limoux, du domaine de Mouscaillot. Allez, la Bégou, ça c'est un petit coup de cœur que certains déjà connaissent bien, mais magnifique vin blanc de la région des Corbières. Et puis une nouveauté que je vais découvrir avec vous, c'est le Merlot de la Vicomté, le Pouget, juste au nord, effectivement, de Montpellier. Alors on va si effectivement Lionel Giraud me fait coucou. Vous êtes déjà nombreux à me faire coucou, merci beaucoup. Hein. Et pour pouvoir parler effectivement Languedoc, bonsoir à tous les fidèles de la maison. Voilà, allez, je vais accueillir avec vous, mesdames et messieurs, Giraud, le grand chef de la table 5 récent. Salut Lionel, tu vas bien? Bonsoir Philippe, ouais très bien, très très bien. Bon, ben, ravi de te voir, ravi de t'accueillir. Je viens déjà je ne sais pas si tu as écouté ce que j'ai dit, mais je viens déjà de faire une petite présentation rapide déjà des vins qui sont prévus ce soir. Et on remercie les appellations du Languedoc qui nous ont envoyé de belles. Je pense qu'on est gâtés et que les gens qui vont nous suivre vont être gâtés également, mon cher Lionel. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah, j'ai tout suivi ta présentation et bah, forcément il y a des vins que j'affectionne, que je connais bien, que nous servons, que nous vendons aussi à la cave. Donc oui, il y a de très belles matières et de belles références. La région qui t'accueille à Narbonne, notamment aujourd'hui, est une région qui est riche en viticulture. Toi, tu es originaire de quel coin précisément? Je suis originaire de Narbonne. Narbonne même, donc tu es resté à la Ouais. maison. Bah, j'ai bourlingué quelques années et puis je suis revenu aux sources parce que je pars du principe que quand on est bah, des acteurs de terroir, il faut s'exprimer dans le sien et bah, voilà, je pouvais pas ne pas revenir. Écoute, l'écran est magnifique et ce que tu en fais à l'intérieur est quand même aussi magnifique. Tu es crédité d'étoiles, de toques, etc., de récompenses méritées à la fameuse table de Saint-Crescent. Tu as ouvert une cave également à côté. Je crois que Ouais. le vin est aussi une de tes passions. C'est pas que la cuisine. Bah, j'aime énormément le vin. C'est vrai que il est indissociable à mon sens. Et bah, de créer un deuxième lieu de vie dédié au vin était nécessaire. Et puis amener une cuisine un peu plus, on va dire, légère, sans, on va dire, sans réflexion. Voilà. Et c'est vrai que bah, le lieu a pris vie bah, après le confinement, bien sûr. Et puis bah, a refermé ses portes pour l'instant. Mais voilà, on a trois lieux de vie, une table étoilée, cette cave à vin et ce petit bistrot où on vient se retrouver, boire un canon et rigoler, quoi. Ton premier souvenir de vin, alors étant de Narbonne, j'imagine que c'est sûrement un vin de la région. Alors Le c'est premier souvent, oui, c'est souvent sur les Corbières, voilà, ou sur le terroir. Enfin, notre terroir est quand même assez large, vaste. Hein. On a bien sûr l'appellation La Clappe, on a bien sûr le terroir de Limoux, et bien évidemment toute la partie Fitou, arrière-pays, le Catois. Donc on avait de belles matières. Donc mon premier souvenir de vin. Je crois que j'avais 8 ans. C'était Georges Albert Aoust qui me faisait déguster le vin parce que ma maman était sommelière également. Et donc, il me faisait sentir. Bon, forcément, je trempais juste les lèvres dedans à 8 ans. Mais voilà, on avait la cuvée de André Parcé sur Collioure. Voilà. Et c'était un moment exceptionnel et magique. Et puis, ça m'est toujours resté en souvenir, quoi. Magnifique. C'est vrai que la famille Parcé, notamment, a marqué le terroir de Collioure, mais aussi de l'appellation Banyuls. Tout à Donc, fait.
l'un des fervents défenseurs et une des têtes d'affiche. Ils ne sont pas les seuls, mais il y en a un certain nombre. Tu es entouré de vignes finalement. Narbonne, d'abord la Narbonnaise, c'est une époque extrêmement importante pour la viticulture en France. Aujourd'hui, à la gueule de l'époque, mais la Narbonnaise a permis quand même le développement d'une organisation à la fois de la viticulture et du commerce du vin. Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'on est la première fille de Rome en dehors d'Italie. Et donc la culture de vin, du vin a été très présente. Et puis bon, après, bien sûr, elle s'est développée, mais on a fait partie. Enfin, la région de la Narbonnaise a fait partie des premiers enfin, des premiers artisans dans le vin, quoi. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, il en reste bien entendu non seulement des vestiges, mais une viticulture qui est très active. Et même si la Narbonnaise, globalement le Languedoc et le Roussillon, mais surtout le Languedoc, a subi des vicissitudes liées aux différentes crises déjà, aux différentes évolutions aussi de consommation, on a aujourd'hui une émergence de talents dans ce Languedoc qui est une source d'inspiration quasiment inépuisable pour nous, gens de la gastronomie, et pour tous les gens qui s'intéressent au vin et à l'œnologie dans le monde entier. Complètement. C'est vrai qu'on a eu des années un peu noires, je les appelle les années un peu noires. C'est vrai que au tout début, quand je me suis installé, les gens avaient du mal avec les vins de ma région, bah, parce qu'elle avait une mauvaise image et puis parce que c'était, on va dire, des vins qui étaient vraiment pour le quotidien, pour les cantines, pour voilà. On Voilà. alimentait la France ouvrière et c'est vrai que bah, il y avait pas vraiment besoin de savoir faire du vin, quoi. C'était, voilà, on faisait pisser la vigne, comme on dit dans notre terroir. Et les années 90 ont vu naître de nouvelles demandes, bien sûr, changer la consommation. La loi E20 y a fait pour quelque chose aussi. Et il y avait beaucoup de domaines un peu à l'abandon, parce que ben, forcément ça rapportait plus, parce que c'était plus compliqué. Et des jeunes de tout horizon, hein. On a des Alsaciens qui sont venus s'installer, des gens qui arrivaient de la Bourgogne, de partout, sont venus bah, vinifier ces belles vignes. Alors c'est vrai qu'on trouve des endroits où on retrouve des Carignans blancs qui ont 200 ans, voilà. Et c'est malheureusement on a fait des erreurs. Enfin, ils ont fait des erreurs dans le sens où ils ont arraché les cépages autochtones pour coller, on va dire, au choix du consommateur à ce moment-là. Et on a perdu cette richesse que nous avions de ces cépages magnifiques et qui avaient une authenticité de terroir. Aujourd'hui, ça revient, on replante. La jeune génération sont très basées sur le nature ou enfin, la biodiversité. Hein. Voilà, on fait attention à l'écosystème, on fait attention à tout ce qui nous entoure. Et c'est une démarche qui est très louable dans le sens où on doit continuer dans ce sens-là. Et puis il faut pas oublier que à travers ces choix-là, on a renoué avec un nouveau public qui nous connaissait pas, qui n'était pas du tout intéressé de nos vins. Et aujourd'hui, ben, il y a un réel engouement. Donc j'en suis fier, je suis défenseur à 200% de ça, et je m'inscris aussi en tant que cuisinier patriote, comme je dis toujours, parce que ben, je n'utilise uniquement que ce qui se trouve autour de chez nous. Donc voilà, et la vigne en fait partie. Exactement. Et il y a le choix à travers toutes les appellations. Là, toi, tu es Narbonne, donc l'appellation la plus proche, ce sont sûrement les Corbières. Le Il y a Corbière et la Clappe, parce que on est quand même très proche du littoral, donc c'est entre bon, allez, on a 10 minutes de la mer, et quand on va de Narbonne à la mer, ben on traverse le terroir de la Clappe, voilà, où il y a exactement, d'ailleurs des grands noms et de très belles maisons. notamment qu'on salue, Ouais. qui est des grands noms de cette appellation. Hein. Mais j'ai Moi, vu que Katia Daguet nous suivait, qu'elle a fait un joli petit mot concernant la Bégou de Maxime Magnan ce soir. Ouais, ce qui est assez logique parce que le vin de Maxime est magnifique. ouais, Et, complètement. alors, il y a d'autres vignerons hein, sur le massif de la Clappe. Et c'est vraiment une ancienne île d'ailleurs, hein, ce massif de la Clappe, qui a préservé donc quelque part l'écosystème depuis très longtemps. Et c'est un secteur dans lequel il y a effectivement de très jolis vins
que ça soit sur la partie du plateau, sur les contreforts, ou quand on va vers Gruissant Mm. ou Narbonne plage. De l'autre Et, côté. au niveau des étangs, on a aussi toute la partie du 14 aussi qui est préservée. C'est un terroir qui demande encore un peu de temps pour amener bien sûr des améliorations et puis pour repartir sur de très bonnes bases. Et je pense qu'ils sont en bon chemin. Ouais, 14, qui est vraiment une des plus petites appellations qui soit de ouais, Languedoc. ouais, tout à fait. Quelques vignerons, mais c'est assez amusant. Bah Effectivement, là, quand pour le coup, j'en parle parce qu'elle est à 2 minutes du restaurant, donc c'est un endroit où on aime bien se promener avec les enfants et avec une vue magnifique quoi sur cet écosystème, sur ces étangs, ces petites îles qu'il y a voilà autour de ça. Donc c'est juste magnifique. exactement. Là, on est à quelques jours du réveillon, hein, parce que nous sommes Ouais, en direct. Donc voilà, le 31 arrive là rapidement, puisque c'est dans 3 jours, c'est ça? 4 jours? ouais, bah, dans 3 jours, dans 3 jours. Ça passe très vite, hein. Mm. Jeudi soir. Et donc, dans le Languedoc, il y a plein d'inspirations magnifiques pour pouvoir avoir des vins. C'est vrai qu'on peut se faire plaisir avec des grands classiques et le champagne, les grands vins blancs de Bourgogne ou d'ailleurs, les grands vins rouges du Bordelais ou d'ailleurs, etc., sont les bienvenus, bien entendu. Mais dans le Languedoc, il y a juste des vins magnifiques. On va commencer, je vais l'ouvrir hein, avec nos amis là. Tu reconnais la bouteille hein, Ouais, complètement. du domaine Mouscaillon. En plus, Moscaillot. ils ont un très joli nom, la famille. Hein. Ils s'appellent Fort également. Alors, c'est pas Fort Braque. Pareil, c'est FORT. Hein. Voilà, mais voilà, il y a toute une famille. Aujourd'hui, une nouvelle génération avec Camille, Thomas et Frédéric que l'on salue. Mais les parents étaient déjà pas mal engagés. Donc, c'est un domaine qui est situé à Roquetaillade, dans la partie haute de l'appellation Limoux, en remontant sur les contreforts pyrénéens que tu connais bien, ces contreforts pyrénéens. Bah, bien sûr, bien sûr. Et Et d'ailleurs, je suis venu m'isoler quelques jours dans les Pyrénées. Ouais. voilà, chacun ses montagnes. Hein. Toi, c'est C'est les Pyrénées. ça. Ce sont les Hautes-Alpes, puisque je suis effectivement, je disais tout à l'heure, du côté de Briançon pour vous accueillir ce soir, dans la fameuse vallée de Laclaré, à 2 pas effectivement des pistes fermées pour les Ouais. skieurs skieurs alpins en tout cas, mais on peut y faire de magnifiques randonnées à raquettes, on peut y faire du ski de fond, du ski de randonnée justement, de la patinoire à partir du moment où elle est en extérieur, enfin il y a beaucoup d'activités possibles. Enfin, il ne faut pas oublier quand même de s'aérer et de prendre du bon temps en famille en cette époque. Alors, j'ouvre cette bouteille délicatement de vin effervescent. Limoux est très célèbre pour ses vins effervescents depuis longtemps. D'ailleurs, on Bah, dit c'est la première bulle du monde. exactement à l'abbaye de Saint-Hilaire en 1585 aussi, je crois. Je ne sais pas si c'est là qu'on a découvert, mais en tout cas, il y a des traces déjà de vins effervescents produits à cette époque qui étaient commercialisés par les moines de l'époque. Ouais, tout à fait. Alors moi j'apprécie beaucoup le côté pétillant, le côté effervescent, surtout pendant les périodes de fête. Ça amène un petit côté chaleureux et vif. Ça c'est plutôt génial. Euh, c'est vrai que là on va passer sur des choses un petit peu plus conventionnelles dans le sens où dès le moment où on met de l'effervescence, c'est vrai que on va partir peut-être sur des trucs, sur de la truite fumée, on va partir sur pourquoi pas un carpaccio de Saint-Jacques très simple. On- Des frais minéral, ça et fonctionne très bien. ça fonctionne très bien, exactement. Après, il y a tout un panel de choix avec le pétillant parce qu'on peut aussi l'utiliser sur le dessert. On n'est pas obligé juste de le savourer en apéritif. On a des accords aussi alors, j'ai des sommeliers pour ça. C'est vrai qu'en règle générale, ils sont quand même un peu plus balèzes que moi pour les accords. Mais bon, voilà, on a une libre partition concernant le vin effervescent et c'est vrai que pour nous cuisiniers c'est juste génial. Voilà, on peut avoir des entrées très végétales ou uniquement basées sur le végétal et on va prendre un plaisir génial. Ne pas oublier les huîtres aussi. On peut Absolument. clairement s'ouvrir une douzaine d'huîtres, un petit peu de pain et du beurre de micelle. On boit ça là-dessus, c'est juste Une exceptionnel. petite julienne de pommes légèrement acidulées avec ce type de vin, ça va merveilleusement bien également. Ouais, ouais, complètement, complètement. L'intérêt, alors, l'appellation Crémant de Limoux, c'est une appellation assez récente parce qu'on connaît beaucoup plus la blanquette du Limoux, Ouais, élaborée notamment avec comme base le cépage Mosaque. Là, sur le Crémant de Limoux, on est dans un assemblage de chardonnay, de pinot noir ici et de chenin blanc. Et ce chenin blanc, il a beaucoup de vertus. D'abord, c'est un magnifique cépage. Et ensuite, il a justement une réserve d'acidité,
des amers minéraux super intéressants qui permettent de donner du relief au vin. Et là, on est sur la cuvée brute nature, donc ça veut dire non dosé. Et même ici, il n'y a pas de sucre rajouté au moment de la deuxième, j'allais dire, fermentation, de la prise de mousse, parce qu'effectivement, on garde le sucre au maximum du raisin pour pouvoir faire en sorte d'avoir cette moustillance particulière. Ce qui ont fait un vin qui n'est pas trop agressif en bulle, qui est relativement léger en alcool, puisqu'on est autour de 12,5, et qui fait un vin qui est très pratique, parce que tu disais tout à l'heure, pour les accords mets et vins, ça fonctionne avec effectivement les produits marins, etc. Mais sur des fromages, sur des volailles, sur des préparations un peu mousseuses, dans la cuisine finalement actuelle, élaborée, quand on a une difficulté, d'accord, quand c'est pas évident, parce qu'un grand rouge va aller avec un plat de viande qui soit effectivement assez relevé, des blancs avec des choses plus classiques, tout ça, la clé finalement, elle est souvent sur l'effervescence. Et l'effervescence locale, parce qu'il y a plein d'effervescence en France dans les différentes régions. Bien sûr, le champagne est le maître à jouer de tout ça dans son goût, son histoire et son image. Mais les créments de différentes régions sont magnifiques, et le crément de Limoux est un très bel exemple. Et surtout, j'allais dire, celui qu'on a ce soir, on est gâtés, hein. Ils ne sont pas les seuls. C'est vrai qu'on peut saluer aussi le travail de la cave des Sieurs d'Arc, qui depuis des années font un travail fantastique, notamment avec leur cuvée de Tox et Clocher, mais pas que, mais qui ont mis en lumière un peu plus encore ces dernières années cette appellation. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de petits vignerons indépendants. Eux, ils travaillent aussi en agroécologie, sur les terroirs d'altitude, donc la maturité qui va bien, les produits à minimum, et en tout cas que des produits le plus naturels possible. Donc il y a une fermentation, la première fermentation se fait dans des barriques, ce qui donne une finesse, une complexité au vin qui est assez bluffante, et en même temps cette suavité dont tu parlais tout à l'heure, qui peut en faire un vin d'apéritif parfait, un vin sur les entrées très agréable, un vin sur des volailles qui va bien aussi, hein, surtout en ce moment, chapon, dinde, etc. Franchement, ça marche très bien. Et ensuite, sur des fromages, notamment chèvre, brebis, mais pourquoi pas autre chose. Et on peut même le tenter, ce qui n'est pas nécessairement ce que j'aime moi absolument, sur des desserts. Mais si on a des desserts pas tout sucrés, si on a une bûche glacée, par exemple, avec des fruits un petit peu exotiques. La mandarine. En ce moment, on a beaucoup clémentine, mandarine, des très beaux agrumes sur notre région. Ça fonctionne très bien. Fonctionne très bien. Et juste un petit conseil pour les gens, si vous servez donc verre debout comme ça, vous avez effectivement une effervescence qui est un peu plus pétillante, si on veut. Et vous préservez assez bien la bulle. Si vous servez penché comme ça, vous avez moins de bulles qui se font, mais il y a une déperdition de bulles aussi importante. Donc si vous aimez éventuellement un vin effervescent moins agressif, n'hésitez pas à servir verre penché. Si au contraire l'effervescence vous parle et vous séduit, n'hésitez pas à servir verre droit, vous préservez un peu plus la bulle. Voilà juste un petit conseil du sommelier ce soir. Et jamais trop glacé, hein. Tous les grands vins, y compris les vins effervescents, ne se servent pas à 4 ou 5 degrés. C'est plutôt entre 8 et 10 degrés qui sont, à mon avis, super intéressants. Voilà pour ce premier vin de réveillon pour les uns et les autres. Alors après, mon cher Lionel Giraud, la Bégou, on peut avoir le Béguin pour cette cuvée quasiment. Je pense que c'est un coup de cœur qui est aujourd'hui, depuis 4-5 ans, c'est une révélation. Bon, bien sûr, Maxime exalte depuis bien de nombreuses années, mais ça fait 4-5 ans qu'il y a un virage extraordinaire. Il y a une maturité dans chaque cuvée qui est juste remarquable. On a plusieurs accords possibles avec ça, et puis c'est un vin qu'on peut boire, mais alors avec plaisir, délicatesse. Ça s'accorde d'ailleurs avec pas mal de choses, surtout sur des volailles. On a eu fait des volailles truffées sur cet accord, c'était exceptionnel. Bien sûr. Ouais, j'ai passé un moment exceptionnel avec ce vin, et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, on n'en tient pas, on ne les tient pas. À peine rentré à la cave, ça fait partie d'une très grosse vente aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est quasiment contingenté, c'est un peu le vin, un peu tendance. Allez, la région l'est tendance, mais c'est vrai que ce vin fait des stars un petit peu dans la tendance actuelle. Donc on trouve pas mal chez des cavistes assez pointus, chez des sommeliers aussi qui font leur travail comme il se doit, de sélectionner des vins de territoire, des vins de tempérament. Là, on est à Durban, dans les Hautes-Corbières. Là aussi, on était à Roquetaillade dans la partie haute. On est toujours la partie haute.
Et c'est vrai que dans la région, c'est super important pour vous qui nous écoutez d'aller chercher, j'allais dire, un peu en altitude, ce qui parfois peut manquer dans cette latitude, notamment des fraîcheurs nocturnes qui permettent d'avoir de super équilibres. Et pour les blancs, mais aussi pour les autres vins, mais pour les blancs, c'est encore plus à privilégier parce que l'acidité naturelle est quelque chose qui va donner de la vibration au vin. Ouais. Mais la complexité, elle est juste incroyable. Là, on est sur des grenages gris et des grenages blancs, donc vinifiés, comme je disais tout à l'heure, avec une belle maturité, mais avec surtout un très bel équilibre. On est aérien, on a du floral, on a un fruité mûr, sans excès. C'est vraiment très subtil. Et en bouche, on a à la fois de la rondeur et de la fraîcheur. Ce qu'on Là, aime. je t'envie vraiment hein, d'avoir ce vin dans les mains parce que j'aimerais bien le partager avec toi. Donc, Mais bon, tant avec pis, ça sera partie remise. tous les gens qui nous suivent, parce que franchement, si vous avez l'occasion de goûter ça, euh, n'hésitez pas, ne loupez pas cette occasion, parce que c'est vraiment très très joli. Alors bien sûr, sur les entrées, on a Ouais. cité cuisine tout à l'heure, et en ce moment, il y a des Bah, fruits de mer qui vont. sur des Il y a, beaux il y a- fromages de vache aussi affinés, ça peut être sympa. En ce moment, c'est la période des raclettes. N'hésitez pas aussi, ça peut être vraiment un sacré pied de nez sur une préparation aussi simple que la raclette finalement, et se régaler avec un vin avec une maturité, de la complexité. Ça va vous amener de la rondeur. Et puis pourquoi pas il faut. Moi, je pars du principe que la consommation, c'est comme on l'aime et comme on l'entend. Alors Philippe, il nous donne des conseils remarquables parce que moi, j'écoute depuis tout à l'heure et j'apprends, je me nourris de son savoir. Et c'est vrai que quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas une raclette, quoi? Pourquoi aller chercher quelque chose de très compliqué alors que ben, finalement, c'est dans la simplicité qu'on va prendre le plus de plaisir. Surtout que nous sommes en montagne l'un et l'autre, Exactement, hein, on exactement. réussit à aller en montagne un peu cet hiver. Non, mais puis Voilà. une bonne charcuterie dessus, une petite viande de grison, ça peut être top. Voilà, une belle charcuterie, voilà, qui a du relief. Ça peut très bien marcher. Alors bien sûr, je suis un enfant de la mer, hein, donc c'est vrai que pour moi, les saveurs marines sur cet accord-là peut être exceptionnel. S'il y a une chose que j'affectionne particulièrement, surtout pendant ces périodes de fête, c'est quand on utilise les poissons. En fait, je ne cuis jamais le poisson qu'on va manger cru dans un liquide, que ce soit comme du citron ou quoi que ce soit. Je le cuis dans son eau de mer. En fait, on descend l'eau de mer à 1 degré ou une eau salée à l'équilibre de l'eau de mer. Hein, on va prendre 30% de salinité. Ou alors, à Gruissan, on a la chance d'avoir bon, les salins de Gruissan et ils font un sel liquide qu'on appelle l'Elixel. Et je cuis les poissons à l'intérieur. Alors, vous pouvez mettre tous les aromates que vous voulez. Vous allez mettre des pignes de pin, bien sûr que vous l'avez au préalable, de la baie de genièvre. Vous allez aller chercher même, pourquoi pas, quelques écorces de sapin. Et vous faites infuser votre élixir dedans et vous mettez votre poisson à cuire à 1 degré. Voilà. Et vous allez voir, vous allez avoir une chair qui est hyper soyeuse, très iodée. On n'a à aucun moment gâché le goût du poisson. Et ce que j'aime dans la cuisine aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'authenticité et de retrouver les goûts qu'on ait une composition dans une assiette de trois, quatre saveurs, mais je veux que quand on plante la cuillère dedans ou la fourchette ou le couteau, on retrouve tous les éléments, tous les produits qu'on a mis dedans, non seulement parce qu'ils sont tous très bons, et si on les respecte, ça peut être un moment exceptionnel. Absolument. Merci pour ces conseils parce que notamment le sel liquide de Gruissan est quelque chose effectivement Ouais. sûrement très rare et donc on peut en trouver néanmoins. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils le commercialisent. Vous pouvez acheter en boutique en ligne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Ben après, j'aime aussi tout ce qui est côté algues. Hein. Les algues sont très bonnes pour la santé. On n'y pense pas assez souvent, mais finalement, euh, c'est dommage de s'en priver. Voilà, je dis toujours. Alors, c'est sûr que ça peut être un peu ragoûtant au premier abord, mais il faut savoir leur donner leur chance. Voilà. Puis après, si vous aimez un peu plus les produits bon, de fête, on va dire, avec la Saint-Jacques, les homards, ça fonctionne aussi très bien. Voilà, il faut pas aller chercher quelque chose de trop compliqué. On aime beaucoup le végétal, on cuisine énormément le végétal. En ce moment, on est aussi bien sûr sur les légumes racines. Ça fonctionne avec les radis, ça va fonctionner avec les panais.
On les cuit dans leur eau de végétation, surtout pas à l'anglaise, hein. On laisse venir chercher cette quintessence qu'on peut trouver dans chaque ingrédient. Et je suis assez fervent des monoproduits. Ça sert à rien d'aller chercher une complexité de différentes choses. On va essayer de travailler le produit dans le plus, on va dire, dans le plus essentiel qu'il puisse nous donner en termes de goût et d'arôme. Et c'est souvent des révélations. Et les vins qui vont venir rafraîchir ou qui vont venir amener une deuxième saveur, je dis toujours que le vin amène une deuxième saveur. Pourquoi? Quand vous goûtez un plat ou quand vous dégustez un vin avant de manger, vous n'allez pas retrouver les mêmes sensations qu'après l'avoir consommé. Donc, je dis toujours qu'il y a un deuxième goût, et ce deuxième goût, avec le vin de Maxime, sur un pané, peut être juste fabuleux. Surtout, bon, on connaît tous plus ou moins aujourd'hui le pané, mais on a des côtés assez enfin, il y a de la sucrosité, une pointe d'amertume. C'est très complexe comme goût. Et selon comment on va le cuisiner, on peut le cuisiner avec un simple sabayon, sans aller chercher midi à 14 heures, mais on monte deux jaunes d'œufs avec un petit peu de beurre, voilà, et c'est juste fabuleux. L'accord, il est parfait. Il ne faut pas louper le sabayon en travaillant sur la température et en faisant, Exactement. Ouais. et le beurre au passage, ça fonctionne d'autant mieux. Mais effectivement, c'est un produit dans l'absolu simple, même si ça demande un peu de technicité. Ça demande Alors, un peu de technique. désolé Lionel, parce que le temps passe trop vite. Et Mais il est en déjà ta compagnie, on se sent bien, donc moi, je ne vois pas le temps passer. et réciproquement. Néanmoins, il est bientôt 19 heures et j'aimerais bien qu'on parle. On va quitter Gruissant. Salut Ouais. la Pierre Richard et ses jolis vins du domaine Bel-Évêque pour aller du côté. Donc, allez, là, on est à mi-chemin entre Béziers et Montpellier, hein, Ouais. euh, en allant vers Clermont-Lérault et sur la route d'Agnan après, du côté d'une commune qui s'appelle Le Pouget. Et là, il y a une petite appellation qui est une IGP, donc une indication géographique protégée, qui s'appelle Vicomté d'Omelas. Et il y a une cave coopérative qui réunit un certain nombre d'ailleurs d'intervenants, les vignerons de la Vicomté. Et ils ont sorti, je crois que ça fait seulement 2 ans, hein, une cuvée particulière de Merlot. Alors certes, le Merlot n'est pas le cépage le plus représentatif dans l'histoire, hein, Ouais. de la région. Il y a des terroirs à Merlot qui sont intéressants. Et celui-ci en fait partie. C'est une cuvée qui est faite à partir de vignerons qui sont engagés à travailler en bio, en éco-responsabilité, en écosystème qui préserve la planète, etc. Donc, il y a un certain nombre de vertus derrière cette cuvée. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu l'as déjà goûtée? Est-ce que tu la travailles, toi, cette cuvée? Alors, lors de notre premier rendez-vous, je l'ai dégusté déjà par curiosité. C'est vrai que c'est un vin alors, c'est vrai que le Merlot, comme tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas forcément, c'est pas résonnant. Mais quand j'ai pris la première effluve, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant. Après la dégustation, euh, tu vois, je pense qu'avec quelques truffes, une viande rouge. Alors c'est vrai que on va parler un peu de gibier. C'est vrai qu'en ce moment c'est la période de chasse ou les choses comme ça. Mais j'aime les viandes un peu fortes, un peu rassis, ou tout simplement un bœuf maturé peut fonctionner dessus. Quelques pommes de terre, un peu de truffe et je pense que l'accord est idéal. On peut aussi l'utiliser bien évidemment sur de la charcuterie, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est d'intéressant avec cette cuvée, c'est qu'elle peut être aussi, elle peut s'accompagner en tout cas tant sur le démarrage du repas que sur un produit comme la tourte. Vous savez, les pâtés en croûte, ça fonctionne très bien dessus, quoi. Si on va chercher un petit tivier avec un peu de canard dedans, du foie gras un peu consensuel, du chou, ça fonctionne aussi également. Bien sûr, des sauces un peu tanniques, ça peut être encore l'idéal, mais sans rentrer dans la complexité parce on est un peu en vacances et qu'on n'a pas forcément envie déjà parce que ça demande du temps, de la cuisine et voilà. Mais sur quelque chose de simple, un petit pavé de chevreuil juste snacké avec un petit peu de beurre noisette, allez, un petit râpé de truffes si on a eu l'occasion d'aller faire quelques marchés aux truffes. C'est vrai qu'en ce moment, on en parlait avec Philippe, c'est quand même très abordable. Voilà, et puis avec 10 grammes de truffes, vous pouvez vous faire plaisir, quoi. Absolument. C'est vrai que cette année, elle est mûre assez vite. Il y en a suffisamment. Les Mm. restaurateurs, on peut s'en douter, ou les traiteurs, on consomme moins que d'habitude. C'est le moins qu'on puisse Et, dire.
Et du coup, il en reste pas mal pour les particuliers qui peuvent les faire démarcher. On peut avoir quelques centaines d'euros le kilo. Et du coup, Ouais. si 20 grammes suffisent, on imagine bien qu'effectivement, ça devient accessible en tout cas. Bah, pour 20 euros, vous pouvez passer un bon moment. Ouais, complètement. Et c'est vrai que bon, on parlait tout à l'heure de chevreuil, mais on peut rester sur des viandes un peu plus classiques, un petit filet de bœuf, juste snacké, voilà, encore une fois, sans venir maquiller. Je dis toujours que un produit maquillé, c'est que souvent, il est de mauvaise qualité. Si on le laisse dans l'authenticité, ça veut dire que, bah, on a quelque chose d'exceptionnel et que déjà, en amont, le paysan ou le producteur ou la personne qui a élevé, enfin, qui a mis en scène tout ça, est respectueux de l'environnement, est respectueux bah, déjà de l'être humain et de notre nature. Et donc, ça sert à rien de venir maquiller le produit. Il donne tout son potentiel quand on lui laisse matière à s'exprimer. On a vu qu'on pouvait se faire plaisir à travers effectivement ces trois vins. Il y en a beaucoup d'autres. On aurait pu citer les vins de Saint-Georges d'Or que j'aime bien à côté de Montpellier. Ouais. Les Grès de Montpellier, bien entendu. Monter du côté des terrasses du Larzac, dont on parle souvent, les Pics Un Saint-Loup loup, ouais. et les Monts Pérou, etc., qui sont des vins aussi Puis d'altitude. tu as parlé des vins d'Aniane, qui est quand même, on va dire que s'il y a de très très beaux vins, si ce n'est les plus beaux vins qu'on peut trouver ces dernières années. On va pas parler de la Grange des Pères, mais on peut en citer d'autres, quoi. On peut citer la Grande Père, on peut citer euh, euh, ses voisins aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, Cassac, notamment, Ouais, mais également, enfin, il y a d'autres domaines dans le coin. Capron, ouais. Capion, pardon, qui est sur Gignac Capion, Château Capion, ouais. Ouais, à Gignac. également. Et puis, voilà, un certain nombre de vignerons de la région qui sont vraiment super intéressants. Et les frères Puccini, notamment, je pensais à eux et leur QV 360, par exemple, qui est magnifique aussi, à la fois d'intensité et d'élégance, parce que c'est des vins le plus important dans le vin, comme dans la vie, c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs pour cette nouvelle année, c'est de trouver l'équilibre. Alors que là, en ce moment, on a plutôt tendance à vivre un peu déséquilibré. Donc, on va peut-être conclure avec ça, mon cher Lionel. Hein. Oui, Mais tout à fait. En c'est vrai espérant que ça passe vite, qu'on puisse retrouver bah, ce plaisir convivial de la table, de vous retrouver autour d'un verre. Et ça nous manque un peu quand même. Faut le dire. On est passé du un peu tout ou rien, et ça a été psychologiquement un peu compliqué pour nous. En tout cas, acteurs de la convivialité, du jour au lendemain, se retrouver comme ça un peu au banc, c'est un peu dur. Mais on espère vous retrouver très vite. On salue en tout cas tous les vignerons du Languedoc, qu'ils soient du Minervois, de la Livinière en particulier, Mm. du secteur de Picpoul, de Pinet notamment, du côté de l'étang de Thau, Pollenset, etc. On ne va pas citer toutes les appellations, mais tous les secteurs de Pézenas ou d'ailleurs. On est gâtés, il y a le choix, il y a des vins un peu à tous les prix et Oui, souvent de très bons rapports qualité-prix qui vont étonner effectivement vos amis et les gens de votre entourage. Profitez encore de ces dernières heures, j'allais dire, pour préparer le plus avec habilement et le plus avec le cœur. J'allais dire, c'est ce qui va vous permettre effectivement de réussir ce beau réveillon du 31 décembre, confiné, certes, mais ça n'empêche pas de se faire plaisir en petit comité. Et puis, on vous souhaite à tous, hein, de la part de l'Union nationale française, de la part de Vin et Société, pour notre programme Un verre, une assiette. Merci d'avoir conclu cette année avec nous, mon cher Lionel. merci On, à toi. on espère pouvoir le plus rapidement possible te retrouver à Narbonne, à la fois dans le restaurant étoilé, dans le bistrot ou dans la cave. On a C'est le choix. ça. Le trio gagnant de Lionel Giraud et de ses équipes. On félicite aussi toutes les équipes qui te soutiennent et toutes nos équipes d'une façon générale, celles autour de moi du bistrot du sommelier, celles de tous mes confrères restaurateurs, sommeliers, également cuisiniers, que j'en profite pour les saluer tous avec toi. Ouais, également, ouais, tout à fait. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve très très vite. Merci. On se retrouve le lundi prochain pour notre programme Un verre, une assiette avec Vin et Société, avec l'Union de l'Assemblée française à 18h30. Allez, je vous laisse la surprise du chef avec lequel on va démarrer l'année. Et merci Lionel Giraud d'avoir terminé cette année 2020 avec nous. Et vive 2021 que l'on souhaite assez différente de celle que l'on vient de vivre. À Merci bientôt, à toi, Philippe. Merci beaucoup. très bientôt.